durabilité d'organisations civiles. Et nous avons collaboré avec l'Université ibéro-américaine de Puebla en tant que directeur des relations externes et les procurations de fonds. Et dans l'INES, pour la conception de l'innovation technologique de l'Ibero à Puebla en tant que coordonnateur de projets stratégiques au laboratoire. Merci de nous accompagner. Et vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup à tous, à toutes. Voici une expérience que nous tenons à partager avec vous tous, qui a démarré cette année-ci. Bon, cela fait des mois qu'on le prépare et nous pensons, et tel qu'on l'a intitulé, les lumières sur ce processus de transition énergétique avec les expériences locales que nous allons vous détailler. Nous allons présenter tous nos collègues et de façon virtuelle. Je présente Marcela, directeur du laboratoire à l'innovation économique et sociale de l'Université de Puebla. Elle a des études scientifiques sociales, un doctorat à l'ITESO et professeur en analyse régionale au Centre de recherche interdisciplinaire sur le développement régional. Elle a été secrétaire à l'hôtel de ville de la municipalité de Puebla et un master sur communication sociale et coordinateur en action de pauvreté et exclusion du système jésuite du Mexique et fondateur et chercheur sur le programme de migration de l'Ibero à Puebla. Et virtuellement, Joaquín Pereira, qui est là, déjà avec nous. 20 ans d'expérience en matière de durabilité et d'émissions de carbone, énergie renouvelable, leader du traçage de projets hydroélectriques et souscrit sous des mécanismes de développement propres et le protocole de Kyoto en tant que consultant indépendant des études de faisabilité pour les projets photovoltaïques, évaluation d'impact environnemental, technologie renouvelable et gestion environnementale de l'Université de Queensland et diplômé de l'Université La Salle et conseiller technique dans le cadre du soutien à la transition énergétique du Mexique et le développement durable GIZ. Et merci Joaquín. Et de plus, dans ce process et ce projet que nous allons présenter, il a porté le projet de GIZ. Et je présente Alejandra Cruz, économiste de l'UNAM, expert en développement social. Elle a une expérience en développement communautaire dans le cadre du changement climatique. Elle travaille dans le secteur environnemental du Mexique, la durabilité et l'énergie. En tant que conseillère, elle a travaillé pour des agences internationales dans le secteur énergétique et le changement climatique. Elle est conseillère, experte au DGR Mexique et les projets directeurs de la DGRV et c'est elle qui accompagne tous ces processus et ces études. Et du côté DGRV, elle nous accompagne virtuellement depuis du Brésil, Camila Jap, économiste brésilienne de l'Université du Pontificat de Sao Paulo, plus de 15 ans, a travaillé à la coopération technologique internationale, expert en projets d'énergie renouvelable et elle porte les projets pour les activités énergétiques au Brésil et le projet de participation énergie et durabilité dans les coopératives d'Amérique latine et la DGRV. Et à la fin, et pas moins important, Abraham Biones Payan, et qui, lui, directement a accompagné les groupes où nous avons mis en place ces projets directeurs et projets pilotes. Il est issu de l'Université panaméricaine de Puebla et étudie actuellement un máster. Por la misma institución, ha sido docente de la licenciatura de Diseño Gráfico y Diseño Estratégico de Información en la misma casa de estudios y ordenamiento territorial participativo. Y desde el 2018 colabora en el Laboratorio de Innovación Económica y Social LAINES de la universidad. Y además él es socio cooperativista en los proyectos Locálido, así también como
Kangaroo en experiencias de economía social. Bueno, este es el panel que nos acompaña hoy, pero yo creo que lo más importante es la experiencia en conjunto que se ha generado en estos meses y que Marcela nos hará el favor de irnos presentando, primero presentar de qué se trató este proyecto Luces. Muchas gracias, Marcela. Pues muchísimas gracias, Paco, por esta presentación detallada de quienes hemos estado participando en este proceso. Pues buenos días a todas, a todos y a todos quienes nos acompañan, quienes han logrado quedarse aquí hasta este momento presencialmente, quienes están también virtualmente conectándose. Y bueno, pues nosotros como Laboratorio de Innovación Económica y Social, junto con DGRB y junto con GIZ. Ok, alors voilà, nous sommes sur GIZ et nous travaillons sur ce projet qui vraiment nous tient très à cœur pour le laboratoire parce que c'est tout un processus d'apprentissage collaboratif pour nous tous, malgré le fait que le laboratoire à l'innovation économique et sociale de l'université a vu le jour depuis 5 ans. Alors, nous frayons le chemin des énergies durables et il vaut bien la peine de dire que dans le cadre de ce procès, nous l'avons adopté depuis deux grands paradigmes qui existent aujourd'hui quant à la génération énergétique durable. Nous avons d'un côté toute cette énergie centralisée qui privilégie davantage la production des grandes transnationales, qui parfois occupent de grands territoires dans les communautés, créant même parfois des processus de dépouillement des personnes. Et nous sommes plutôt d'un autre côté. Nous privilégions un autre type de regard, un travail local, où la génération d'énergie est proche des nécessités locales, de la population qui a besoin de ce genre d'énergie, et où en plus il y a un processus d'apprentissage de ceux qui veulent s'articuler en une coopérative, en un modèle coopératif avec de l'énergie renouvelable. Donc, nous, on a commencé dans ce cadre un dialogue avec nos alliés. Nous avons créé une équipe. Aujourd'hui, c'est moi qui parle de ce projet, mais derrière moi, en réalité, il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a une équipe très large de personnes qui ont fait partie de ce processus. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre ma présentation? Bref, notre équipe est constituée de personnes dont je vais dire le nom. Elles ne sont pas ici. Ils ont fait un travail extraordinaire. Abraham Briones sur le terrain, Brenda Ramirez, Alondra Ramirez, Ariadna Garzón. Dans notre équipe, il y a aussi Guillermina Coronada, Mariana Reyes et Paco, qui a également travaillé pour toute la liaison de ce projet stratégique. Et bien sûr, nos alliés qui ont financé le projet, les pilotes avec qui nous avons travaillé, et il y a également 2 équipes techniques. La présentation est prête? Pas encore. Je vais parler un petit peu plus lentement pour ne rien sauter. Notre travail s'est développé sur 5 territoires du pays. Nous avons choisi 5 pilotes pour commencer un processus de formation et d'accompagnement. Plus que de coopératives, de coopérativistes de l'énergie renouvelable. Ah, voilà la présentation. Pour ne pas trop divaguer, on va suivre tout ça. Les 3 grands axes de ce projet dont je vous parle, je vous avais déjà dit qu'un des premiers axes, ça a été la formation et l'accompagnement de coopératives autour d'entreprises durables, mais surtout en favorisant la participation de la population qui a dit « Nous avons un besoin d'énergie et nous voulons travailler avec vous. » Et par ailleurs, nous avons voulu développer les capacités internes et externes à travers les ateliers. Nous leur avons expliqué en quoi consistait la coopérative, mais comment ils pouvaient continuer à se charger de ces processus même quand nous quitterions le territoire.
Et bien sûr, un des grands intérêts, ça a été la réplicabilité de ces projets pilotes, c'est-à-dire que nous voulions avoir une méthodologie qui ensuite pourrait de nouveau être appliquée, bien évidemment avec des ajustements dans d'autres espaces. Voilà les espaces que j'ai commencé à mentionner, des espaces divers, différents avec des nécessités, des conditions très hétérogènes. Le premier à Ures Sonora, où nous avons commencé un processus avec un allié qui s'appelait Cheminons ensemble. Nous travaillons toujours avec des alliés locaux. On ne travaille pas uniquement avec la population. Dans ce cas-ci, on a travaillé avec un organisme qui avait déjà un certain développement dans le territoire. Là, nous avons travaillé avec un groupe de policiers qui avait cherché à créer une coopérative énergétique. Le deuxième pilote a eu lieu à Cuetzalan, Puebla, avec une coopérative déjà bien connue qui s'appelle Tosepan. Ils ont déjà une bonne expérience en coopérative. Et nous les avons accompagnés dans le processus de souveraineté énergétique. Donc, nous nous sommes incorporés à un processus d'incorporation énergétique que eux, ils travaillaient déjà depuis un moment et qui est lié à un projet promu par le Conseil de la science et la technologie au Mexique. Un autre processus a lieu à Tlaquepaque, dans le Jalisco, avec DGRV qui avait déjà une expérience de travail dans cette région à travers un collègue, Andrés Aranda, qui a travaillé avec les coopératives de fabricants de briques dans la zone. Nous avons facilité et soutenu la transition vers une activité productive de briques artisanales, vers une production plus durable, moins polluante, avec des conditions de travail, avec de meilleures conditions de travail pour les producteurs de briques et dans un objectif, bien sûr, de compétitivité dans le marché. Nous avons ici une image de Tlaquepaque et le groupe qui fabrique des briques. Et là aussi, nous essayons de changer les processus. Celle-ci est une approche communautaire, locale et participative, comme je l'ai dit depuis le début. Nous avons ici une image des coopérativistes qui veulent faire avancer cette coopérative durable à Punta Ale. C'est une coopérative de pêcheurs qui travaille de mai à décembre, mais qui le reste de l'année a d'autres activités. Je voudrais réitérer que l'opération du projet sur le terrain a toujours mis au centre de toutes les communautés et les personnes. C'est-à-dire que nous avons adapté le processus formatif et d'accompagnement selon les dynamiques et les temps de chaque communauté. Donc, même si nous avons une formation de base pour les 5 territoires, de toute manière, ce processus s'adapte aux nécessités de chaque groupe. On voit ici l'image du groupe de policiers. Et ce que nous voyons ici, c'est une partie centrale de notre processus. C'est la méthodologie du projet LUCES. Nous partons toujours du regard des individus, des personnes, et nous savons que chacun des membres des coopératives a ses propres dynamiques, ses propres nécessités, et ceci devient fondamental également lorsque nous intégrons l'approche de genre. Nous savons qu'il y a des femmes qui s'intègrent dans ces processus coopératifs, qui ont aussi une dynamique de reproduction et de protection de leur famille. Et donc, nous devons articuler les processus
productifs et les processus reproductifs à l'intérieur de la famille. Dans cette méthodologie, on les accompagne pour l'entrepreneuriat par la création d'une identité dans une coopérative, dans un processus collectif ou d'un modèle d'affaires basé sur une communauté spécifique. Et le sens d'appartenance fait partie de ce processus de formation. Une fois que le coopérativiste et l'entrepreneur est formé, là, on passe à une formation qui a trait au processus de la coopérative en elle-même, c'est-à-dire comment autogestionner de manière interne, comment produire, comment faire avancer ces processus de production au niveau économique, comment on prend des décisions et bien sûr, on leur parle également du leadership horizontal. Et bien sûr, là où nous voulons en venir, c'est à la création de ces écosystèmes de l'économie sociale où ces groupes de coopérativistes pourront également établir des liens avec d'autres groupes ou des coopératives similaires, mais aussi avec les universités, le secteur social, le gouvernement ou le secteur privé. Voici les phases du processus sur le terrain. Une partie très importante, c'est le dialogue avec les acteurs avec lesquels nous avons travaillé. Et quand je dis acteurs, je parle des organisations, des leaders sur le territoire, des acteurs qui apparaissent dans chacune des communautés. Et pour ce faire, nous avons eu une étape de diagnostic participatif, une cartographie des acteurs pour comprendre les acteurs qui existaient dans les communautés, pour comprendre les processus de conflit ou de tension dans ce domaine, un processus de sensibilisation dans la partie technique comme dans la coopérative. Et quand je parle de la partie technique, je parle là également de ce que signifient les énergies durables, non seulement la partie des énergies solaires, mais aussi les énergies éoliennes et d'autres énergies durables qui deviennent une possibilité différente de création d'énergie dans une communauté. Ensuite, bien sûr, il y a eu tout un processus de construction du groupe avec tout ce que j'avais dit avant et un processus de formation et d'accompagnement qui impliquait toute une série d'étapes de définition, de conception et de développement. Et bien sûr, il fallait qu'on ait déjà un projet pilote dans chacune de ces communautés. À la fin de tout ce processus, et je vais dire ça de manière très brève parce que le temps se termine, je vais vous dire qu'à la fin de tout ce processus, nous avons conçu un modèle d'accompagnement pour la construction collective de projets d'énergie renouvelable. Cela fait partie d'une dynamique qui est montrée ici de manière linéaire, mais qui en réalité est constituée par des processus circulaires. C'est vrai qu'il y a un diagnostic, mais au moment de la formation et de l'accompagnement, on incorpore de nouveaux éléments parce que les communautés sont très dynamiques. Donc, nous avions des actions préliminaires, tout ce qui avait trait à la définition du projet, l'analyse situationnelle, c'est-à-dire comprendre les communautés. Ensuite, il y a l'étape de l'appel aux participants. Ce n'est pas très simple parce qu'il n'y avait pas des groupes constitués dans toutes les communautés. Et même lorsque ceci existait, parfois, ils étaient tout petits ou bien la majorité de la communauté n'était pas impliquée. C'est une étape du processus. Et ensuite vient l'étape de co-création du projet qui implique la création de dynamique, l'implication des participants. Puis, nous passons au développement des habiletés et finalement à la
à la viabilité technique et économique du projet. Voici le modèle donc sur lequel nous travaillons et nous espérons que ceci sera reproduisible plus tard. Nous sommes en train de travailler sur un manuel qui pourra devenir un référent. Les images suivantes concernent les résultats du processus. Nous avons accompagné 70 personnes sur 5 territoires avec malheureusement une majorité d'hommes, 63% d'hommes, 37% des femmes, avec des sessions formatives et des formations techniques. La formation technique a trait au type d'énergie durable dans chaque communauté. Nous avons développé 37 matériaux didactiques pour les ateliers et pour les matériaux spécifiques dans chacun des territoires. Parmi les formations que nous avons réalisées dans ce territoire, on a réalisé des propositions de financement sur 2 territoires, établis sur 2 modèles d'affaires. Nous avons développé un manuel d'accompagnement et nous avons construit des répertoires pour qu'ils puissent se contacter entre eux. Et pour les réflexions de la fin, je pourrais vous dire que l'une des parties les plus importantes de ce processus est la phase diagnostique, c'est-à-dire savoir avec précision ce que comprend la communauté par énergie renouvelable, quelle est la nécessité qui existe. Nous les aidons à créer le lien entre les énergies renouvelables et leurs nécessités. Et ils doivent comprendre que ce n'est pas seulement un processus de création, de génération d'énergie, mais également d'un processus de changement des logiques de consommation dans chacune des communautés. Il est important que nous comprenions les processus de la même manière pour que, dans la mesure où on avance dans la formation et l'accompagnement des collectifs, la rencontre soit plus harmonieuse. Et une chose qui semble évidente, mais sur laquelle il faut insister, c'est l'accompagnement constant sur le terrain. C'est un élément essentiel de cette conception de l'économie sociale. Ce n'est pas des choses qui se font dans un bureau, c'est un travail qui se fait, qui se crée, qui se dialogue sur le terrain à partir de ce que les groupes et les collectifs suggèrent. Cela exige d'être présent. Bien sûr, nous avons utilisé les technologies pour travailler à distance, mais la présence est toujours fondamentale. Ici, nous avons une rencontre avec un collectif de l'État du Mexique. Bon, j'avais mentionné les noms au début, mais les noms sont de nouveau là. C'est un travail ardu. Ce n'est pas facile de faire ce genre d'accompagnement. Nous avons besoin d'une articulation, d'une coordination qui fasse le suivi dans chacun des processus. Et voilà, nous avons ici tous nos alliés. Merci beaucoup. Et je vous cède de nouveau le micro. Merci beaucoup, Marcela, parce qu'en fin de compte, dans ce projet, et je pense qu'un mot-clé ici pour comprendre tout ce qui s'est passé, c'est le mot pilote. On parle souvent de tous les défis qui continuent à exister dans ce type de projet. Et maintenant, pour la transition énergétique, on essaye d'unir ces 2 domaines.
c'est assez intéressant parce que ce thème est très en vigueur actuellement, ce thème des énergies renouvelables. C'est intéressant de voir comment ça se fait avec les petites communautés, avec les différentes organisations. Maintenant, je voudrais poser des questions aux panélistes qui nous accompagnent. Je voudrais commencer avec le DGRV, avec Alejandra et Camila qui nous accompagnent. Et dans cette expérience, tout d'abord, je vais mentionner quelque chose qui pourrait sembler évident, mais bon, on est en train de transmettre ça pour le monde entier. Alors, on va vous demander qu'est-ce que le DGRV et qu'est-ce que c'est que cette énergie coopérative? Quels sont les bénéfices qui peuvent exister? Et dans ce sens, si l'on voit que les coopératives impliquent un bénéfice, quel est le rôle qu'elles jouent dans cette transition énergétique? Donc, Camila, veux-tu nous aider à répondre à cette question? Et Alejandra également. Merci. Bien sûr. Si vous voulez, je commence. Alejandra pourra compléter ce que je dirais. Nous sommes la Confédération allemande des coopératives et nous développons des projets dans plusieurs pays, dans tous les continents. Nous faisons avancer les coopératives dans le monde. Et un des thèmes qui est devenu très important ces dernières années, c'est le thème des énergies renouvelables. Donc, nous, Alejandra et moi, nous sommes en train de travailler sur un projet pour l'Amérique latine qui recouvre 10 pays. Parmi ces pays, le Mexique est très important, mais il y a également le Brésil, le Pérou, le Guatemala et d'autres pays. Donc, moi, je peux vous parler un petit peu de l'expérience que nous avons avec des coopératives d'énergie ici au Brésil. Ici, c'est possible depuis 2016 et en Allemagne, nous avons une histoire de succès avec des coopératives d'énergie. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 coopératives qui créent de l'énergie, mais qui font également d'autres services qui ont trait à tout cela. Alors, je voulais parler des bénéfices que nous voyons là pour les coopératives d'énergie. Je vois tout d'abord que nous avons, il y a là 2 thèmes en commun. Il y a cette idée d'une coopérative. Il y a une idée qu'une coopérative se construit pour résoudre un problème ou pour atteindre un objectif commun. Et oui, ce sont des personnes qui se rassemblent pour faire quelque chose ensemble, mais une coopérative doit être durable, viable donc. Il faut que le groupe qui se crée doit être constitué de personnes qui ont confiance, des relations de confiance entre elles. C'est très important pour une coopérative. Mais la coopérative est aussi une forme juridique, légale. Qui permet qu'un groupe de personnes fasse quelque chose ensemble. Les formes changent. Ça dépend du pays. Il y a différents types de lois, mais l'idée est la même. Les principes et les valeurs coopératives, c'est d'avoir un projet le plus démocratique, coopératif et communautaire possible. Alors, ceci est lié aux énergies décentralisées. Alors, quand nous parlons de renforcement de la population, nous faisons référence à l'énergie durable, à l'énergie à un prix accessible pour les personnes. Et ceci, bien sûr, s'associe à l'initiative des personnes. Et bon, je peux parler de l'Allemagne et c'est que ces coopératives donnent une impulsion à l'économie locale, au développement, pas seulement au moyen des énergies.
mais les personnes s'impliquent à ces actions. Ce n'est pas seulement générer de l'énergie, c'est des personnes qui ont bien compris qu'il faut travailler à l'unisson et qui aura un impact assez important dans la région. Le thème, évidemment, de la technique, les coopératives énergétiques en Allemagne se trouvent surtout dans les zones rurales. Alors, on parle de création d'emplois de qualité et au lieu de les voir migrer vers la ville, le thème de la décentralisation est également pouvoir avoir dans leurs mains et la génération d'énergie, être responsable de la génération de l'énergie. Et ce thème de la transition énergétique est si important en Allemagne. Quelque chose de très important. Alors, c'est un projet pour toute la société. Alors, le gouvernement s'implique, les entreprises et les personnes également. Mais les personnes, il est clair que les grandes entreprises ne se souciaient point de l'avenir de personne. Alors, les personnes même doivent trouver une solution pour une transition énergétique et plus de 40% de l'énergie renouvelable produite en Allemagne se trouve entre les mains des individus maintenant. Alors, quand on parle d'Allemagne, où on a des chiffres d'affaires super intéressants issus des énergies renouvelables à un taux de 40%. Il me semble que la connexion de Camilla défaille un peu, mais le projet est intéressant, impressionnant. 40% de ces énergies renouvelables en Allemagne se trouvent entre les mains des personnes de groupes coopératifs. Alors, c'est quelque chose qui nous inspire et nous devrions cibler notre attention sur les pays comme le Mexique. Alexandra, voulez-vous renchérir sur ce que Camilla vient de soulever? Bon, je vais partir un petit peu en arrière avant de commencer le projet LUCES. Nous partions d'une base théorique. Avec l'INAES, nous avons publié le guide des coopératives à l'énergie durable au Mexique et surtout l'énergie photovoltaïque. Nous avons réfléchi au concept de l'énergie citoyenne, l'énergie coopérative, citoyenne, coopérative. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'énergie durable veut dire pour nous et l'énergie coopérative? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en tant qu'organisation en Allemagne et leader du secteur énergétique dans le monde entier, évidemment, nous croyons fermement au modèle coopératif. Également pour le secteur énergétique. Toutefois, dans tous les pays où nous avons travaillé, les cadres normatifs et régulatoires sont différents. Camille nous a parlé de l'expérience d'Allemagne. Alors, nous avons commencé à structurer l'expérience au Mexique. Après toutes les informations que nous avons recueillies, nous avons développé les projets pilotes avec tous nos collègues pour voir comment ça allait se passer et voir comment nous pourrions améliorer nos procès et croître à 40% d'énergie communautaire, collective, participative, etc. et tous les concepts qu'on voudra utiliser. Mais pour nous, cette énergie coopérative représente la transition énergétique entre les mains des personnes, comme l'a bien mentionné Camille, avec des modèles durables. Ne pas seulement avoir un projet qui sera délaissé sur le territoire et ne sera pas répliqué, mais que les personnes portent le procès, s'approprient de la transition énergétique. Alors, dans ce sens-là, nous avons développé ces modèles d'énergie coopérative. Et une coopérative en énergie est un groupe où les personnes s'associent pour satisfaire les besoins économiques, sociaux et économiques et énergétiques en commun. Et ceci comporte également ce que Marcel nous a déjà mentionné. Ce n'est pas seulement une thématique
technique et énergétique. Il s'agit d'une thématique juridique, mais il y a d'autres concepts collectifs. Ce ne sont pas des coopératives nécessairement. Et pour nous, ces initiatives citoyennes ou ces pré-coopératives sont le départ de ces procès, espérons, qui deviendront une coopérative bien constituée et durable. Merci. Merci, Alexandra. Je ne sais pas si nous avons déjà la communication virtuelle pour demander à Joaquín Pereira, qui est déjà avec nous. Sinon, sans plus, Abraham, je pose la question. Vous avez accompagné directement un des projets pilotes à Tlaquepaque, à Jalisco, l'État de Jalisco. Et quelle est ta perception dans ce territoire quant à l'expérience au niveau local, quant à la transition énergétique? Et on s'éloigne un peu des grands projets dont on parle quand on parle de transition énergétique. Alors, quelle est ta perception de cette expérience au niveau local? Merci. Bon, je vais vous parler de l'expérience spécifique de Tlaquepaque, mais parlons de la situation dans d'autres territoires. Nous avons mis sur pied d'autres projets pilotes. Et ce besoin, parler du besoin de mettre en place une méthodologie flexible qui s'adapte aux besoins et aux intérêts du territoire. Dans le cas de Tlaquepaque, il se trouve, et dans le cadre du GCEF, nous avions besoin d'une liaison très spécifique avec le gouvernement local, au niveau municipal et avec l'État pour amorcer les pas en avant que la coopérative avait décidé en termes énergétiques, surtout nous avons cherché une liaison pour obtenir un terrain où les fabricants de briques vont créer un parc pour la coopérative qui héberge d'autres producteurs dans la région suivant la logique de la coopérative, que la transition énergétique à la production des briques ne reste pas seulement au sein du groupe, mais qu'il y ait plus d'ampleur. Et dans le laboratoire, la proposition méthodologique nous parle de la création d'un réseau qu'on appelle écosystème, où nous pourrons non seulement soutenir le groupe, mais également avoir toute une série de liaisons coopératives qui finalement vont porter de l'avant ces projets durables et plus spécifiquement ces groupes, et que la décision et la technologie se trouvent entre les mains des citoyens pour avoir des projets et des entreprises qui sont étroitement liés aux besoins environnementaux, à la réalité sociale, à l'agenda même de la coopérative de la région et qui finalement sera la liaison avec les gouvernements pour qu'on puisse avoir une incidence dans le programme politique de la communauté. Et j'en reviens à ce que Paco a dit, ces projets pilotes sont clés car il est vrai qu'au Mexique, il y a très peu d'expérience, c'est-à-dire que les énergies se trouvent entre les mains de coopératives. Et cette expérience de l'UCES pourrait être le jalon inspirateur pour que d'autres coopératives s'impliquent dans ce type de projet. Merci beaucoup, Abraham. Et oui, je tiens à demander à M. Joaquín Pereira de l'agence, qui a été l'un des grands promoteurs de ces projets pilotes. Et de même qu'avec la DGRV, explique-nous qu'est-ce que la GIZ pour que tout le monde puisse comprendre ce terme. Mais du côté technique, en termes de la mise en place de ces projets pilotes, les personnes, mettre sur pied ce projet d'énergie renouvelable, quels sont les défis à relever pour ces groupes coopératifs? Que doivent-ils affronter finalement quand ils le font à une si petite échelle?
Et suivant votre expérience avec GIZ et votre travail au Mexique, quelles sont les technologies qui s'adaptent le mieux à ces procès communautaires et participatifs? Bonjour à tous. Bon, la coopération Allemagne, l'agence est une entreprise du gouvernement allemand qui soutient le gouvernement du Mexique et des gouvernements d'autres régions, mais spécialement le Mexique, dans le cadre de projets voués à l'énergie durable, des projets de protection environnementale, changement climatique, protection de la biodiversité, principalement. Dans ce contexte, nous avons un programme intitulé le Programme de soutien à la transition énergétique au Mexique, dont le but principal sera de soutenir le Mexique justement dans le cadre de cette transition énergétique et passer d'une économie basée sur les combustibles fossiles à un cadre d'énergie renouvelable et propre où la mise en place de ces énergies renouvelables graduellement verra une plus large participation. Et il en va de même avec les projets énergétiques, pour les projets industriels, commerciaux et individuels. Alors, il ne faut pas laisser les lumières, toutes les ampoules allumées quand nous ne sommes pas à la maison. Par exemple, éteindre toutes les lumières. Bon, un des grands défis, Francisco, pour les coopératives, pour les personnes au Mexique, il faut comprendre le secteur énergétique. Voici le premier défi. C'est un secteur assez tortueux, complexe, le secteur des hydrocarbones, le secteur électrique, comme on en a fait le constat lors de ces accompagnements qui requièrent des fondaments techniques dont les personnes ne sont pas au courant ou n'en savent rien. Et également, les personnes ne connaissent pas ce terme. Ils sont loin de comprendre les bénéfices que cela pourrait représenter et tout ce qu'ils pourraient faire à partir de ces énergies. Il est essentiel que les personnes étudient, aillent à l'école et qu'on les aide à suivre une formation en termes d'énergie renouvelable pour qu'ils soient à même de comprendre ces termes et qu'ils puissent fonder leur propre coopérative, surtout vouée à l'énergie, ou qu'ils l'utilisent comme une branche d'affaires ou pour améliorer leur production, améliorer leur qualité de vie, etc. Et bon, le défi est énorme, oui, mais on peut prendre comme référence les coopératives en Allemagne. Toutefois, il faut tropicaliser, les adapter, car les circonstances en Allemagne sont radicalement différentes à celles du Mexique. La formation, l'éducation, la formation, le financement et même la disponibilité technique. En Europe, ils ont toute la technologie à la plus petite échelle. Et malheureusement, nous ne sommes pas un pays innovant dans ce sens-là. J'espère que nous pourrons le mettre en pied d'œuvre bientôt. Bon, il serait un peu culotté de dire que le procès est facile et qu'on pourra le mener à grande échelle, mais le faire plus accessible aux gens. Bon, les bénéfices que présentent les coopératives, comme l'ont dit Camila et Alejandra, ce sont des organisations créées par les personnes. Et bon, du point de vue d'un ingénieur, une fois que les personnes s'organisent, c'est ça qui est le plus difficile dans ce trajet. Ils peuvent avancer. Une fois qu'ils comprendront l'électricité du côté et de la ferraille, la technologie existe et va continuer à évoluer.
Et les réseaux électriques, dans ce sens-là, vont être complémentés, soutenus par cette technologie et se modernisent. Alors, le plus grand défi c'est toujours la même chose, que les personnes s'organisent et comprennent exactement quelle est leur ambition vis-à-vis de l'énergie. Quant aux technologies les plus faisables, disons que les techniques existent, les technologies existent, mais parlons de ressources. Dans le monde entier, les ressources pour les énergies renouvelables, le vent, soleil, énergie éolienne, soleil, la force de l'eau, l'énergie géothermique et même mettre à profit les déchets organiques que produisent les êtres humains. Donc, il y aura des êtres humains, il y aura des résidus organiques. Donc, nous pouvons considérer que la production de biogaz, c'est un combustible renouvelable. Un des aspects les plus importants pour la mise en place de cette technologie, c'est que les personnes dans le contexte de cette organisation qui les aideront à former la coopérative, le comité d'énergie, doivent connaître le territoire forcément. Ils doivent l'explorer et comprendre comment un fleuve ou un estuaire pourra offrir suffisamment de puissance pour faire tourner une turbine, un générateur et générer de l'électricité. On va de même pour l'énergie éolienne. Le vent est une des ressources les moins évidentes. On ne le voit pas parfois. On sent qu'il y a une petite brise et on ne pense pas que cela va générer de l'électricité. Mais si justement, et un des exemples de ce projet pilote, que nous avons à Quintana Roo, le vent est évident. Et ce serait une des grandes sources d'énergie renouvelable, l'énergie éolienne, et à petite échelle également. On parle de génération distribuée d'énergie, le vent à Quintana Roo, à Tamaulipas, la côte du Pacifique, du Mexique, est une ressource énorme, ressources éoliennes énormes également, toutes les ressources d'énergie géothermique, la basse enthalpie en termes des basses températures, des systèmes qui peuvent utiliser des sources de chaleur interchangeables, les sources d'énergie de la Terre, 70 et 100 degrés pour la génération d'énergie électrique. On peut les utiliser dans des systèmes d'efficacité énergétique pour l'industrie et la génération d'énergie électrique. Oui, la technologie existe, il faut la connaître, il faut être curieux. N'ayons pas peur de l'électricité. Et il faut travailler en sécurité. Cela implique énormément de connaissances en maths, en ingénierie, physique, chimique. La chimie, oui, évidemment, tout ça, mais il faut aller à l'école, il faut étudier. Et une fois qu'on aura compris toutes ces technologies qui existent pourront être mises en place et par les communautés également et créer des systèmes très intéressants et par la génération, les hybrides, en mélangeant l'énergie photovoltaïque, éolienne ou hydroélectrique. Cela dépendra du territoire. Et en conclusion, oui, la technologie qui est la plus pratique, qui a l'air plus pratique, c'est l'énergie photovoltaïque au Mexique. Cela fait déjà 20-15 ans qu'on l'a mise en place au Mexique et maintenant les coûts de la mise en place, le financement ont baissé. Et également l'expérience que nous avons en termes de l'installation. La connaissance est vaste, c'est la plus facile à mettre en place. C'est à rassembler un système photovoltaïque, vous pouvez le faire de la taille que vous voudrez, c'est très facile. Cela dépendra du terrain où vous travaillez. Alors, c'est facile. Le soleil sort toujours et si en Allemagne, nous pouvons générer l'électricité à partir du soleil, ici au Mexique, c'est plus qu'évident, ça crève les yeux. Mais les autres technologies sont assez faisables, sont assez possibles, mais il faut les connaître
Et il faut commencer à faire la recherche, à amorcer l'innovation et sinon les importer dans un premier stade pour commencer à travailler avec elles et commencer à travailler là-dessus. Et il me semble que pour l'instant, c'est tout, Francisco. Ah, merci, Francisco. Merci, Joaquin. Et là-dessus, et on vient de faire un résumé de tout ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire, au fond, tout, on a les personnes, la coopérative, cette façon de s'organiser, de repérer les besoins communs et rechercher les solutions. Mais il me semble que tout ce processus qui doit être porté en avant, l'éducation, la formation, le financement, les grands défis à relever, il semblerait que on voit ici que la chose se complique un petit peu au-delà des coopératives. Cela dépasse les coopératives et dans ces projets pilotes et toutes les expériences, on observe que dans le sens de coopérativisme, on parle de création de réseaux et de partenaires. Ici, c'est fondamental car bon, on parle de l'expérience des projets pilotes. On a besoin de se doter de ressources et peut-être au départ, la coopérative n'a pas accès aux ressources ou à la formation et l'éducation. Alors, si vous voulez répondre, on n'aurait plus que 2 questions pour après pouvoir entamer des échanges avec les participants. Dans le cadre de ce réseau que nous devrions créer pour soutenir les coopératives, quels sont les partenaires clés que vous identifiez pour assurer la subsistance et l'existence de ces coopératives et quels seraient les agissements pour que cette coopération internationale et ces expériences qui existent dans d'autres territoires puissent parvenir à ces groupes? Alors, si vous voulez prendre la parole et répondre à ce commentaire, je vous remercie. Bon, oui, je peux commencer. Oui, Camilla, bien sûr. Oui, je vous en prie. Je ne vais pas tout répondre, mais bon. Pour organiser un groupe, il est important d'avoir un leader, quelqu'un qui porte le projet en avant. Et cela se joue sur plusieurs facteurs. Par exemple, en Allemagne, on voit des coopératives énergétiques qui sont nées au sein d'une coopérative d'épargne et de crédit. Alors, les personnes se connaissaient déjà et quelqu'un a identifié le potentiel de ce projet et l'a lancé. Mais c'est le début, c'est commencer qui est le plus difficile. On a besoin d'obtenir la confiance. Une fois que ça commence à tourner, il n'y a plus de problème. Alors, la municipalité est un autre partenaire important car quand on parle d'organisation, de sensibilisation, de s'assurer que ce soit un espace où les personnes pourront se rencontrer, pourront faire leurs échanges, ça c'est très important. Et moi, je vois que toutes les organisations locales, et vous créez les projets pilotes, les associations de riverains, de commerce dans la région. Alors, voici les partenaires potentiels. Et très important, c'est que les personnes qui font partie de ces projets, que ces personnes se sentent qu'ils font partie et puissent contribuer. Nous voyons que dans les coopératives, un des points intéressants, c'est que ce sont des personnes qui ont des formations différentes. Parfois, il y a quelqu'un qui est comptable. Il peut soutenir la coopérative dans la comptabilité. Un autre s'intéresse peut-être à l'électricité. Un autre a le temps qu'il faut. Necesario contratar todas esas especialidades para hacer un proyecto junto, saldría súper caro. Si nous devions engager toutes les spécialités pour un projet, ce serait très cher. Alors, disons que c'est mieux de le faire comme ça, c'est juste une réflexion initiale, mais
Souvent, parfois, par exemple, ici au Brésil, il y a ceux qui vendent les panels solaires, par exemple, qui peuvent être consultants et les former, c'est intéressant également parce qu'avec eux, on trouve un projet associatif ou coopératif et ils peuvent comprendre comment ça fonctionne. Voici de ma part ce que je dirais. Eh bien, moi, je coïncide avec Camilla, justement. Je pense que dans la partie initiale du projet, on en parlait. Le fait d'avoir une présence locale est fondamental avec une liaison avec le groupe qui a une nécessité, qui a cet intérêt, mais aussi avec une communauté beaucoup plus large. Même si le thème de l'énergie durable est là, s'il y a une série de possibilités au Mexique qui peuvent être mises en marche, le travail organisatif, le travail, comme Camilla l'a dit, de constitution de la confiance, du dialogue, de la participation, tout cela se construit petit à petit. Et je crois que la partie locale de la communauté est fondamentale. La liaison avec les gouvernements locaux me semble très importante aussi. Et je pense que dans les pilotes, pas dans tous, mais il y a eu une présence de ces gouvernements locaux et bien sûr du gouvernement fédéral. Je crois tout d'abord que dans notre cas, la liaison avec l'INAES, le dialogue qui a existé avec l'INAES a été aussi une partie clé pour la sélection des territoires, le rapprochement avec les territoires. Et je pense que l'initiative privée a également un rôle important pour financer ces technologies qui, encore au Mexique, ont un coût très élevé, surtout quand on parle de coopératives dans des zones vulnérables, dans des zones marginalisées comme celles dans lesquelles nous travaillons. Ou même s'il y a un groupe qui s'unit, qui s'organise et qui décide d'avoir cette participation, les ressources sur lesquelles on compte sont encore limitées et ne permettent pas encore d'acquérir ce genre d'équipement. Donc, c'est important. C'est une série d'acteurs. Et je ne veux pas me vanter, mais je pense que la présence du laboratoire d'économie sociale a été fondamentale parce que justement, il a articulé les dynamiques de la communauté, des alliés dans le territoire et de nos alliés qui ont financé le projet. Et de cette manière, on a pu gérer également les intérêts de chacun de ces acteurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je pense qu'il y a des alliés à différents niveaux. Camilla a déjà parlé du niveau micro, territoire, là où se trouve la coopérative. On a également parlé des gouvernements locaux et les universités. Il y a des cercles vertueux entre différents alliés, mais une institution éducative est toujours un allié clé. On voit également que la coopération internationale est un allié clé dans ces différentes versions parce qu'une fois que les routes sont tracées et que les processus avancent tout seuls et ils sont autofinançables et durables, là, peut-être qu'il n'y a plus autant besoin de certains acteurs qui doivent être présents dans les projets pilotes. Par exemple, pour le financement, la Banque de développement peut avoir un rôle fondamental dans le financement lorsqu'il faut encore commencer les projets et montrer une première route pour qu'ensuite d'autres personnes travaillent là-dessus avec moins d'incertitude, avec plus de connaissances et avec un meilleur sens du chemin qui a été parcouru. Bon, vous, comme université et l'INAES, je pense que tout le monde a fait cette équipe, mais il y a plus d'alliés. Et après, on voit en surgir d'autres qu'on ne connaît pas encore. Bon,
Ça, c'est la version belle de l'Alliance de la coopération parce que toutes les rencontres, les discussions, les différents points de vue qui se produisent avec les alliés sur les territoires, avec les différentes optiques, je pense que c'est là parmi les défis les plus importants pour pouvoir faire face au développement de ces projets. Je voudrais maintenant ouvrir l'espace pour la participation de ceux qui sont présents ici. Si vous avez des questions, levez la main, s'il vous plaît, pour que vous et on vous apportera un micro ou on vous ouvrira le micro pour que vous puissiez poser la question. Bonjour, je m'appelle Mauricio Gomez. Je viens d'une coopérative qui s'appelle l'Efe del Centro, qui se centre sur l'énergie électrique. Nous travaillons dans les réseaux de distribution et nous installons également des systèmes photovoltaïques. La question est la suivante. Nous voulons nous lancer dans la production de panels photovoltaïques. La question, c'est est-ce que vous, ou le GIZ, ou le GRD, est-ce que vous donnez un service de conseil? Vous pouvez nous orienter pour mettre en place une usine de panels photovoltaïques. Joaquín, je pense que c'est une question pour toi, ou Alejandra, Camila. Eh bien, nous pourrions donner un conseil. Effectivement, il faudrait voir comment cela pourrait se faire. Mais bien sûr, on peut vous donner un conseil. On pourrait le faire peut-être à travers un ensemble de collaborations avec un de nos partenaires comme l'INAES peut-être. Mais il faudrait connaître les détails et voir ce que vous cherchez à faire exactement. Bon, vous voulez fabriquer des panels, mais il nous faudrait connaître votre projet un petit peu plus en détail. Oui, Alejandra. Moi, pareil, je pourrais répondre de manière très concrète. Pour l'instant, dans ce projet, on se concentre sur la partie énergétique et technico-organisative lorsque la production est lancée, pas dans les étapes préalables. Mais nous pouvons avoir un modèle qui va d'une coopérative qui prête des services techniques énergétiques et cela pourrait fonctionner pour la fabrication des panels. On peut utiliser le même modèle, mais jusqu'à présent, nous n'avons fait aucun projet pilote, donc il faudrait qu'on établisse un contact et voir quelles sont les possibilités concrètes de collaboration. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Elisa Rodriguez, je suis membre de la coopérative membre Racine Artisanale et des coopératives qui sont à l'intérieur de l'INAES. Et moi, je voudrais vous partager une expérience. Parfois, vous disiez qu'il y avait peu d'expériences d'énergie propre au Mexique, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est de socialiser ces expériences. Nous avons documenté une expérience dont nous faisons partie à San Felipe del Progreso, État du Mexique. Nous sommes une coopérative qui se centre sur la production de produits agroécologiques ou de transformation ou d'artisans. Nous avons quelques producteurs, par exemple, de viande de lapin. Ils ont décidé de s'organiser et de former des alliances dans cette région. Au moment où ils ont commencé à avoir une demande du produit et ils ont pu y répondre, ils ont commencé à se diversifier avec d'autres produits à valeur ajoutée. Maintenant, ils sont en train de produire du biole. C'est très important parce que la production de biole est déjà commercialisée et ils attendent la production de ces énergies. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Écoutez, c'est très intéressant et pour nous, en tant qu'université, nous aimerions connaître ces expériences. Les universités, effectivement, peuvent être un lieu où ce genre d'expérience se concentre. Merci beaucoup. Ici, nous avons un autre apport.
Le gouvernement de la ville de Mexico a une direction générale d'énergie et de durabilité. Et eux, ils donnent une formation pour que les gens puissent créer leur propre emploi d'installation de panneaux solaires. Et d'un autre côté, il y a également un financement pour les coopératives qui voudraient avoir des panels solaires. Il y a une subvention dont un pourcentage vient du ministère de Développement économique et la CFE également donne une subvention pour que les gens commencent à diminuer le coût de création d'énergie, de génération d'énergie. Ceci a commencé à partir du gouvernement de Claudia Sheinbaum et donc il existe cette possibilité pour que les gens puissent migrer vers les énergie propre. Bon, ça nous intéresse énormément. Marcela, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais répondre à la personne qui a parlé de ce projet où ils veulent produire des panels solaires. Je pense que c'est là un élément clé parce que, bien sûr, nous dépendons encore des personnes qui produisent ces énergies. Nous ne sommes pas encore parvenus au niveau de l'autosuffisance pour la production des panels solaires en particulier. Et je pense que ça va être très important que tu puisses parler avec la TOCEPAN. La TOCEPAN, une initiative importante parce que justement, une de leurs préoccupations et de leurs intérêts est de former des techniciens qui donnent un entretien à ces panels solaires qu'ils ont déjà, qu'ils utilisent déjà. Comme ils le disent maintenant, nous avons la technologie, mais comment est-ce qu'on répare ça maintenant? Parce qu'il n'y a pas de techniciens spécialisés dans le suivi. Donc, il y a un intérêt commun, peut-être pas direct. Je pense que cela vaudrait la peine de vous mettre en communication les uns les autres. Et moi, je ne voudrais plus que dire une autre chose. Je pense qu'en ce moment, au niveau mondial, nous n'avons pas vraiment d'énergie propre. Je crois que toutes les énergies actuellement ont un impact sur la nature, sur l'environnement. Il y en a quelques-unes qui sont un tout petit peu moins agressives sur l'environnement. L'énergie distribuée a des impacts plus bas que l'énergie centralisée quand elle est produite par les grandes compagnies. L'impact local est un peu moindre, mais il y a quand même un impact. Donc, il ne faut pas simplement avoir un changement dans le mode de production d'énergie, mais aussi dans le mode de consommation. Il y a une autre question? Oui, il y a une autre question. En attendant le micro, moi aussi, je voulais faire un commentaire par rapport à ce que l'on nous disait. Il faut visibiliser davantage ces expériences d'énergie sociale et donc je crois que le GIS et d'autres espaces doivent permettre ces alliances. À l'avenir, j'aimerais entendre qu'il y a une fédération de coopératives au Mexique, qu'il y a d'autres expériences en Amérique latine. Donc, j'inviterai tout le monde à dialoguer pour savoir quels sont les pas qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, dans cette crise environnementale que nous vivons, nous devons nous organiser pour continuer à faire vivre ces expériences. Et c'est ce que ces forums et ces expériences doivent faciliter. Bonjour, moi je m'appelle Adriana Calderón. Moi, je suis étudiante de dernière année de génie en énergie renouvelable. Et ces dernières années, mes camarades et moi, nous avons créé une association d'étudiants qui recouvre toutes les énergies renouvelables. Et moi, j'ai adoré votre présentation, surtout pour ce qui concerne le processus et la méthodologie, parce que, en fin de compte, dans ma génération, souvent, on ne connaît même pas le terme d'économie sociale et solidaire. Donc, de voir que ceci
appliquée dans notre domaine m'intéresse. Je voudrais vous demander si vous pourriez nous former dans cette technologie et communiquer tout ceci pour que les générations qui commencent à sortir des universités connaissent davantage tout ce genre de choses. Merci pour ton intérêt. De notre côté, ce que nous voulons, c'est que cette expérience que nous avons déjà eue, et je pense que les gens de DGRV, de GIZ, ils sont d'accord avec moi, tout cela ne doit pas rester secret, ça doit se visibiliser et être connu par des générations comme la vôtre. Vous avez souvent un peu plus ce genre de culture et je pense que ça vaudrait la peine de dire que dans notre école d'économie sociale, que nous avons un laboratoire, nous avons des processus de formation et d'accompagnement de différents types. Nous mettons ceci à votre disposition. Nous pourrons échanger des données pour que vous ayez plus de facilité pour vous rapprocher de ces processus. Merci beaucoup. Je voudrais commencer à fermer à clôturer la séance. Merci à tous les panélistes. Je pense que tous ceux qui sommes là, nous participons dans ce projet. Et pour clôturer, je ne sais pas si chacun parmi vous, Joaquin, Alejandra, Marce, si vous pourriez dire, bon, après cette expérience, après ce qui s'est passé en un clin d'œil, après avoir connu toutes ces expériences, après ce moment où nous nous sommes dit, il y a encore tant de choses à faire, depuis GIZ, DGV, DGRV, que voyez-vous maintenant à l'avenir? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir? Alejandra, merci Paco. Si tu veux, je commence. Je voudrais parler simplement de ce qu'on a dit dans le public. Je pense que ces exercices de liaison sont très importants et toute l'information que nous créons dans le cadre de notre accord de collaboration, on essaie de rendre cette information publique. La DGIZ, le GIZ travaille en ce moment dans un cours virtuel sur des thèmes d'énergie renouvelable. Nous travaillons sur plusieurs projets, sur une plateforme où nous mettons cette information. Donc, on essaye de diffuser cette information, par exemple, sur les réseaux sociaux. Quant à ta question, Paco, je pense qu'à l'avenir, au Mexique, je vois beaucoup de coopératives d'énergie, de processus communautaires. Cela a trait à tout ce que nous voyons dans le pays et peut-être que nous verrons ici une opportunité pour la génération distribuée. Je pense que les personnes comprennent maintenant les nécessités qui existent, la manière de faire une transition énergétique, tout du moins depuis leur foyer, leur processus productif. Donc, il y a de l'espoir. Nous avons beaucoup d'alliés. Il y a beaucoup de raisons, non seulement dans notre pays, mais même au niveau régional. Merci beaucoup. Joaquin, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Oui, merci Francisco. Très brièvement, j'ai toujours pensé que le moteur de la transition énergétique, c'est la génération distribuée. La génération distribuée viendra des personnes, pas des grandes compagnies. Et une fois que les gens commenceront à créer de l'électricité pour ceux qu'ils voudront, pour améliorer leur production, leur vie, ou simplement pour créer de l'électricité, eh bien, quand les gens feront ça, nous aurons une locomotive de transition énergétique. Donc, ce qu'il faut, c'est arrêter d'avoir peur de lire un livre sur
de technologie. Il faut commencer à s'organiser. Comme on le disait avant, il y a peut-être des gens qui peuvent s'associer. Il y a des gens qui s'y connaissent en technologie, d'autres qui s'y connaissent en comptabilité, etc. Pardon, ici, on vient de m'envoyer un message pour me dire de terminer. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Je pense que c'est là une expérience qui est importante, surtout dans ce sens de créer des réseaux. Il y a des intérêts qui existent, qui sont sûrs, qui sont latents, et dans ce sens, ça pourrait constituer une aide, un pont pour cela. Donc, merci à tous. Un grand applaudissement. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con 2 plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de 4 sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boing, Pato Pascual, Lulú, Néctasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración de bebidas, néctares y pulpas de fruta. Asimismo, contamos con la certificación de FDA en Estados Unidos, lo que nos permite exportar nuestros productos a este país. Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que, beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20,000 toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país. En una empresa como esta, basamos parte de nuestra fortaleza en la distribución de nuestros productos. Por esto, contamos con una infraestructura de unidades de reparto, asegurando así que nuestras bebidas se puedan disfrutar en cada rincón de México y el extranjero. Para Cooperativa Pascual, el consumidor es lo más importante. Por esto, nuestras decisiones, el personal, las inversiones en tecnología y capacitación se enfocan en satisfacer a los paladares más exigentes. La excelencia de nuestros productos nos ha merecido diversos premios, como el de la excelencia europea, el americano de calidad y reconocimientos internacionales al prestigio comercial de bebidas de marca y calidad. Dentro de la cooperativa tenemos una Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC, con un amplio acervo pictórico de importantes artistas. Esta fundación realiza exposiciones por todo el país y apoya diversos proyectos culturales independientes. Por otra parte,
contamos con un centro recreativo ubicado en San Juan, Teotihuacán, para el esparcimiento de los trabajadores y del público en general. Orgullosos de nuestra apuesta por el crecimiento sostenible, el compromiso con el medio ambiente, la creación de empleos y la integración, llevamos nuestras bebidas a cada vez más personas, que son la auténtica base de nuestro futuro. Ser una cooperativa no es solo una figura administrativa, es la orgullosa realidad de una empresa 100% mexicana. Somos lucha, somos calidad. Somos la experiencia de más de 80 años en el mercado. Somos líderes en la elaboración de bebidas. Somos Cooperativa Pascual. Calidad que sabe a tradición. Invitarlos de viva voz para que se animen a ir hoy al recorrido. ¿Tu nombre cuál es? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen, de la Autoridad del Centro Histórico, y mis compañeros y yo los vamos a llevar por un breve recorrido en las calles de Moneda, Seminario, y posteriormente vamos a abordar el Turibús en frente del Monte de Piedad. Entonces los estamos esperando para poder iniciar este recorrido. Excelente, pues listos, están preparados, zapato cómodo, vamos a vivir esta emoción de conocer más sobre la Ciudad de México, pero además, ¿sabes qué? Nos van a llevar en esta vista panorámica a puntos muy importantes de la Ciudad de México. El recorrido, más o menos, algunos de los lugares que les puedas compartir que van a conocer hoy. Bueno, el Turibús tiene un recorrido muy extenso, vamos a iniciar como vistas privilegiadas del Centro Histórico, el Palacio de Bellas Artes, Museo Sumaya, Polanco, ¿no? Polanco, exactamente, Museo Franz Mayer. Exacto, Auditorio Nacional. Igual ustedes saben que pueden hacer descenso y ascenso en el momento que ustedes pues, se lo permitan. Es una oportunidad increíble que no se pueden perder a la gente que está aquí. Estamos a punto ya de abordar. No sin antes invitarlos a que por favor estén muy al pendientes. Mañana iniciamos actividades, Luis Fer, en punto de las 9 de la mañana, nuevamente aquí en el Museo José Luis Cuevas, y nos espera otro gran día. Vienen nuevas ponentes, nuevas temáticas. Ahorita vamos a ver ahí en pantalla la temática que nos espera para el día de mañana, ya jueves. Vamos en la recta final, no sin antes decirles que no dejen de consultar el programa www.gisef2021.org. El tema de mañana es promover mecanismos diversos e innovadores de finanzas sociales y solidarias. Luis Oye, Fer, ¿mañana qué estado toca con...? ¿Lo dejamos de sorpresa? Pues me parece bien. Espero que les guste, con Porque todo fue orgullo. Jalisco, ¿no? Hoy fue Jalisco. Así es. Orgullosamente saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco, a Y toda sus la tortas gente. ahogadas, chulada. Híjole, tantas cosas. Es que México es rico Sí. por todos lados. Bueno, ya que estamos hablando de riquezas, nos vamos a dejar por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México el dueto Mozart, que traen una compilación interesantísima, Paula. Así es, tienen una compilación interesantísima porque finalmente México también es eso. México es cultura, es música, y yo me gustaría hacerles la invitación a que muy brevemente pasen primero a los stands a hacer pues esta visita, a conocer un poquito más de los productos antes de partir al Turibús. ¿Y nos tenías algún mensaje? Bueno, pues tengo el gusto de poder ahorita entrevistar a quien estuvo fungiendo hace rato como moderador, Humberto, que traes todo el tema de economía social, pero de verdad súper al corriente. Tus impresiones hasta el día de hoy de lo que se ha estado realizando en este foro, Humberto, ¿cómo vamos y cuáles son los pasos que hay que empezar a dar? Bueno, pues mis impresiones hasta el día de hoy, tendría que platicar mis impresiones desde hace 3 años que empezamos esta carrera. Estábamos platicando con el equipo que realmente esto es como correr un maratón. Te preparas durante casi un año para correr una carrera de 42 kilómetros y que esto para nosotros son los últimos 195 metros. ¿Qué es lo que pasa en esos 195 metros? Una gran satisfacción de alcanzar la meta. Y además mucha emotividad. Como yo he tratado de expresar siempre,
Yo me convertí del capitalismo a la economía social cuando veo que el capitalismo genera profundas desigualdades, y sobre todo en mi país y en los territorios más lejanos. Estoy convencido que tenemos que cambiar ese modelo y encuentro en la economía social y solidaria un modelo donde realmente la colectividad, la propiedad social, la democracia en la propiedad empresarial nos genera muchísimos beneficios, trabajo decente, economía verde, inclusión en todos lados, porque la economía social, dejemos de pensar que es solamente un pedacito, que solamente somos pequeños productores, es un modelo socioeconómico, es una forma de pensar que realmente plantea que está en todo y es para todas y todos. En este momento, pues yo no puedo decir más que me siento como cuando hacen esos festivales de música, ¿no? Ya va a terminar y he visto gente que yo leía sus libros, que los veía hablar en conferencias, y el poder compartir con gente tan brillante, tan apasionada, tan talentosa, que nos vengan a decir qué hacen en sus países para promover esto, a mí me ha parecido una experiencia fascinante, gratísima y emocionante, y espero que la sigan disfrutando todas y todos. Hashtag GICEF2021, síganos en las redes sociales o en la página www.gicef2021.org. Nos seguimos viendo hasta el viernes. Gracias. Humberto, muchísimas gracias. De verdad te agradezco el tiempo y sí, tenemos por aquí a la doctora Berenice Alcalde. No se vayan, por favor, para que nos acompañen. Es que tenemos también, por supuesto, hablando de talento, juventud, México en todo su esplendor. Tenemos aquí a la doctora Berenice Alcalde porque es otro gran ejemplo del esfuerzo que están haciendo para que se lleve a cabo GICEF 2021. Si nos pudieras compartir, doctora, por favor. Bere, bueno, te conozco de hace muchos años y me consta que eres una persona muy interesada y apasionada por todos los temas sociales. Hoy, con este gran reto que ya vamos prácticamente a la mitad, ¿qué nos espera ya para el cierre? Bueno, yo creo que para el cierre lo que nos espera definitivamente es que yo siempre he dicho que los foros como este son simplemente parte de un pequeño escalón de una gran escalera. Y entonces lo que esperamos justo hacer alianzas es tomar conciencia. Ayer lo decían en los grupos de trabajo, qué importante es tomar conciencia sobre la tierra que pisamos, sobre la forma en que consumimos, la forma también en que producimos, los que producen como las cooperativas, la forma en que colaboramos con los otros y que nos relacionamos con el otro. Y yo creo que lo que pretende este foro es no solo llegar a quienes, los que estamos aquí, que ya estamos súper convencidos que la economía social y solidaria es una herramienta definitivamente para un mundo mejor, para el buen vivir. Lo que queremos es que cada uno de nosotros vaya y convenza a 10 más por lo menos, que los que nos estén escuchando en otros lugares, exacto, aquí dice Humberto, como esta pirámide, ¿no? Pasar de voz en voz, y lo que yo decía, la economía social y solidaria hay que vivirla en la cotidianidad. ¿Y cómo la vivimos? La vivimos desde esta conciencia. Cada vez que compras algo, pregúntate, ¿quién trabaja detrás de esto? ¿Qué hay detrás? Y privilegia, exacto, ¿a quién beneficias? ¿Quién se lleva el dinero de lo que estás comprando? Y la pregunta es, ¿qué ese poder que tenemos, que es un poder transformador, realmente lo asumamos como nuestro y que podamos hacer cambios realmente significativos en saber, por ejemplo, estos productos y los productos locales, por supuesto, y a veces lo que hacemos mucho, no van a mentir, es regatear, ¿no? Y decirle, bueno, y si te llevo 3, entonces me das 2, y no, privilegiamos lo que se hace en la tierra, lo que es local. Así que yo creo que ese es el mensaje y eso esperamos después del foro, que cada quien asuma su partecita. Yo creo que es una cadena de manos fuertes, no nada más mexicanas, sino de todo el mundo, que tenemos que seguir y seguir. Te agradecemos mucho, por supuesto, todo su esfuerzo. De verdad, es increíble estar aquí con ustedes, ser parte del equipo en este evento. Y bueno, no sin antes también tenemos a Lorena Rubio por parte del Gobierno de la Ciudad de México, otro pilar importantísimo que además has estado compartiendo también parte de los programas, información muy valiosa para todos. ¿Cuál sería tu impresión sobre el GICEF 2021? Bueno, pues muy contento del grupo GICEF, la participación que tenemos, la parte de la coordinación que hemos podido lograr con la gente de INAES a nivel federal. Y bueno, pues nosotros hemos tenido el gusto de ser anfitriones y nosotros agradecer desde nuestra jefa de gobierno a todas las secretarías involucradas en esto,
Aquí, por ejemplo, estamos por iniciar la parte cultural, donde la Secretaría de Cultura se suma a esta posibilidad, Secretaría de Turismo, que nos ayudó a gestionar los turibuses. Y bueno, cada uno de los integrantes de esta administración nos ha permitido la suma de esfuerzo de todos. Corena, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, que ofreció los stands para poder que ustedes puedan comprar y degustar parte de la producción de la gente que está aquí en la Ciudad de México. Y no nos resta más que agradecer su compromiso y pues invitarlos a continuar lo que resta de los días. Y muchísimas gracias a los compañeros de INAES. Es un gusto. No, gracias a ustedes, Lorena, por todo su apoyo. Y no sé si ya estamos listos con el dueto. Están terminando ahí algunos aspectos técnicos. Oye, qué marco de honor. Ajustes. Yo me siento feliz de poder conocerlos, de poder compartir con el mundo el esfuerzo que se hace desde México, recordando que es el primer país de América Latina que realiza este evento. Eso creo que es muy importante que lo recalquemos, orgullosos de nuestras raíces, de que estamos trabajando para que esto siga y siga creciendo, que América también se sume a este esfuerzo GICEP 2021. Fíjate, Paola, ahorita que estoy viendo muchas de las cooperativas, cuando hablamos de los productos artesanales que realizan, quisiera, y voy a meter a lo mejor un gol, porque hay cooperativas que incluso se conocen en muchas partes del mundo. Los productos son muy buenos. Yo ahorita saco a colación la sal de Cuyutlán, que es una cooperativa de salineros en el estado de Colima, donde su sal es la tercera mejor sal de todo el mundo, ¿no? Claro, entonces, eso es un esfuerzo artesanal. El beneficio va directamente para todas las familias involucradas. Como estos ejemplos que se están generando aquí, bueno, multiplícalos en todo el mundo de este esfuerzo que están haciendo tan padre y tan interesante. Así es. Yo creo que no hay un estado de la República Mexicana que no sea productora de algo. Así y es. Eso también tenemos que sentirnos orgullosos, porque de sur de norte a sur, de este a oeste, todos los estados somos ricos en mucho talento mexicano, algo que a mí me encanta siempre promover, hacer mucho énfasis en promover esta gente. Ayer lo decíamos, antier lo decíamos, a veces tenemos esas ideas, esos proyectos, esos sueños y se quedan en el papel. Qué mejor que nos acerquemos a los programas necesarios para llevarlos a cabo. Así es que creo que eso es algo muy importante. Sí, felicidades a la gente que hoy nos acompaña aquí. En la cultura también, en un momento más vamos a presenciar el talento del dueto Mozart, este dueto que, bueno, nos va a deleitar en compañía del violín y del teclado, de unas piezas fenomenales. ¿Estamos listos ahora sí? Perfecto. Gracias por acompañarnos. Mi querido Luis Fernando Vázquez, nos despedimos de la transmisión, no sin Paula, antes gracias recordarles. a ti, Paula Costa. Oye, ¿dónde podemos seguir también todas estas cápsulas que estás haciendo? Estamos en Twitter, GICEP 2021, en INAES MX, el Twitter de INAES MX. Pero ahorita vamos a subir también lo de turismo. Así es que vamos ahora a presentar a nuestro querido dueto, el dueto Mozart, que nos acompaña para deleitarnos con la música y cultura de nuestro bello país. Y hasta mañana.
Perdón, ¿nos podemos ir acercando a la salida para que salga el primer grupo para el recorrido del turibús, por favor? Gracias.